Permettez-moi, au nom des laboratoires Menarini, de me présenter. Je suis Qais El-Beji, je suis le chef produit des laboratoires Menarini et j'ai l'immense plaisir de vous accueillir ce soir pour ce webinaire Menarini. L'occasion pour nous de discuter d'un sujet très important, l'hypertension artérielle. Le sujet, comme vous l'avez vu, c'est le contrôle tensionnel est-il une fin en soi? Vraiment, c'est un beau sujet. Nous avons ce soir l'immense honneur d'avoir avec nous comme orateur le professeur Selm Abdeslam. Je passe la parole au professeur Selm. À vous, professeur. Merci beaucoup aussi, Qais El-Beji. Merci à tous les présents et je remercie le laboratoire Menarini pour cette invitation. Et puis, je sais que finalement, peut-être l'hypertension, ce n'est pas le moment le plus cher pour l'instant. Je sais que tous nos amis qui nous écoutent déploient beaucoup d'efforts dans ces temps précis pour combattre la Covid et pour justement atténuer la situation dans laquelle on vit. Donc, je remercie tous ceux et tous nos amis de la première ligne qui déploient énormément d'efforts et qui s'occupent de nos parents à nous. Donc, merci tout le monde. Alors, si vous permettez, je vais essayer de parler de l'objectif tensionnel et de la tension artérielle. Et puis, je ferai quand même un petit brin à Covid. Alors, la question, est-ce que réellement, on a besoin que de contrôler la tension artérielle et le chiffre qu'on contrôle dans notre cabinet? Alors, tous les amis ici présents, et la plupart ont participé au registre Nature HTN, c'est le plus grand registre africain dans lequel il y a près de 30 000 hypertendus qui ont été inclus en l'espace de 1 mois. Et nous avons vu ce qui se passait dans les cabinets de cardiologie, de médecine interne, de médecine de première ligne. Et vous voyez que finalement, nous arrivons à équilibrer et à mettre aux objectifs 51% de nos patients avec un objectif inférieur à 14,9. Mais si on veut parler de l'objectif actuel, finalement, vous voyez que finalement, dans l'objectif actuel, nous avons uniquement 18,5% de nos patients qui sont aux objectifs. Vous voyez qu'avec le 14,9, nous avons 51%. Mais avec le 13,8, nous avons uniquement 18,5%. Alors ça, c'est l'objectif brut, l'objectif tensionnel qu'on veut atteindre. Alors maintenant, on le sait pertinemment grâce à des études, notamment l'étude SPRINT, que finalement, cet objectif, il doit être révisé à la baisse. Et réellement, ce n'est qu'une partie de la réalité d'équilibrer les patients et de voir leur degré d'équilibre sur la seule tension artérielle. Alors, dans l'étude SPRINT, ils ont fait une étude dans laquelle ils ont comparé la tension équilibrée chez 2 bras de patients qu'ils ont essayé de traiter avec un objectif intensif. Ça veut dire que le contrôle, il devrait être inférieur à 13,8 et l'autre objectif avec un contrôle standard supérieur à 13,8. Alors, il ressort de cette étude que le groupe intensif, il avait moins d'événements cumulés le long du suivi. Et je vous rappelle finalement que le suivi de ces patients était fait avec des brassards automatiques de façon non-intended, ça veut dire que le médecin n'était pas présent, son assistante n'était pas présente non plus, et que le patient prenait la tension artérielle dans le cabinet médical avec une machine automatique par lui-même. Et cela quand même filtre un tout petit peu l'effet blouse blanche. Donc, le fait de dire équilibrer les patients avec l'objectif actuel, ce n'est pas du tout suffisant et on arrive à amoindrir les événements cardiovasculaires en baissant le risque cardiovasculaire. Alors, on va faire ça à travers un petit cas clinique et je vais demander aux amis de dire qu'est-ce que vous voyez dans ce tableau. Vous pouvez utiliser votre chat pour dire ce que vous voyez sur le tableau. C'est la première impression que vous avez. Alors, j'aimerais quand même que tout le monde participe avant de faire le premier cas clinique. Est-ce que vous voyez le tableau déjà? Si vous voyez le tableau, hein? Oui, c'est ça, je vois le tableau parfaitement. Voilà, donc quelle est votre impression et quelles sont les visions? Et on va voir justement pourquoi je vous présente ce tableau. Alors, le premier cas clinique, c'est un homme de 62 ans, tabagique, encore très actif malgré son âge. Il a eu un Covid post-symptomatique il y a 1 mois.
ils gardent des céphalées et des troubles mnésiques, ce qui est fréquent quand même dans le long Covid. Le neurologue demande une IRM cérébrale, vous voyez l'IRM cérébrale juste à côté. Les troncs supraortiques sont normaux. Et dans l'IRM cérébrale, le radiologue parle de leucoaréose, Fazekas grade 3. Alors, je vais justement faire un petit rappel de ce que c'est que cette leucoaréose. C'est une atteinte microvasculaire qu'on voit au niveau cérébral sur l'IRM, au niveau de la substance blanche périventriculaire. Vous voyez, ça, c'est les ventricules latéraux. Dans cette substance blanche, vous voyez des petits points blancs dans le signal T2. Et alors, si ces petits points blancs sont de petits points blancs qui sont séparés et qui sont rares, c'est le Fazekas 1. Si ces petits points blancs sont plus importants, c'est le Fazekas 2. Et si les petits points blancs sont confluents et importants, c'est le Fazekas 3. Et c'est un marqueur de la microangiopathie qui est due à l'hypertension artérielle. C'est pour ça que chez ces patients, il faut voir si l'hypertension est équilibrée ou pas. Alors, ce patient, il a une tension artérielle qui date de 3 ans. Il a une tension à 15,9 suite à un conflit il y a 3 ans. Il a négligé cette tension. Il vient chez vous. Il a 150 sur 85. Et à l'électrocardiogramme, vous avez un indice de Sokolov un peu important qui évoque une hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, je rappelle, 62 ans, tabagique, très actif, Covid il y a 1 mois, céphalée, trouble mnésique, il va chez le neurologue. Pour lui, c'est peut-être une atteinte cérébrale. L'IRM montre une atteinte microvasculaire hypertensive Fazekas 3, donc c'est un stade avancé. Et chez vous, la tension est à 15,5, 8,5 avec de l'hypertrophie ventriculaire gauche. Alors, vous faites un holter tensionnel chez lui, c'est discutable, il n'est pas indispensable. Et puis, quand vous faites cet holter tensionnel, je sais que beaucoup de nos amis de première ligne actuellement lisent bien les holters tensionnels. Alors, je vous demande justement ce que vous voyez sur cet holter tensionnel. Eh bien, vous voyez que la surcharge systolique, elle est bel et bien en période matinale, aussi bien systolique que diastolique. Vous voyez que le patient, il ne chute pas en fait de façon suffisante sa tension artérielle la nuit. Et puis, vous voyez que finalement, il augmente sa tension au moment du réveil et que pratiquement tout est rouge, à la fois pour la systole et la diastole. Alors, les moyennes sur les 24 heures sont de 162 mm de mercure sur 95 mm de mercure. Et vous voyez, si le patient il vient à cet instant-là vers 15 heures, eh bien, vous voyez que vers 15 heures, le patient a une tension normale et vous n'allez pas vous rendre compte de cette hypertension artérielle. S'il vient ici vers le coup de 22 heures, sa tension, elle est autour de 14,5. Vous voyez que finalement, le one-shot de la consultation n'est pas un reflet de la réalité et que sa tension artérielle sur le quart de 24 heures, elle est encore plus élevée que ce qu'on a remarqué justement au cours de la consultation. Et puis, vous voyez que la chute systolique, le moment du sommeil, n'est que de 4%. Et il faudra qu'elle soit supérieure à 10%. Alors, si on prend ce premier cas clinique et on voit dans le registre Nature HTN quelle est la réaction de nos confrères, de moi-même qui a participé à ce registre, vis-à-vis justement de cette hypertension de primo-découverte parce qu'il n'a jamais été traité, et quelle serait notre réaction? Eh bien, finalement, si on voit nos guidelines qui ont été édités, parmi les 1000 patients qui ont été inclus dans Nature HTN pour la première fois, eh ben 51% des confrères vont avoir une réaction qui est conforme aux guidelines et pratiquement plus chez l'homme de façon significative que chez la femme. Ça veut dire qu'on traite plus les hommes et qu'on méprise, entre guillemets, un peu plus la femme sur le plan traitement. On est moins conforme aux guidelines et cela de façon significative. Alors, le secteur privé fait de façon significative mieux que le secteur public avec une différence qui ne paraît pas grande, mais qui est significative sur le plan pratique. Alors, vous allez voir que ce chiffre n'est pas mauvais finalement de nos collègues vis-à-vis des guidelines. Et si on prend par exemple cette revue Why are clinical practice guidelines not following guidelines? علاش العباد ماهيش تتبع في les guidelines? Eh ben, vous allez voir que réellement 70% des médecins ne suivent pas des guidelines dans les pays occidentaux, et ça c'est une méta-analyse. Et si on leur pose la question pourquoi, les raisons sont multiples. Alors c'est probablement les guidelines sont très complexes, les guidelines ne sont pas conformes aux guidelines versus guidelines, et puis les médecins ils trouvent parfois que ce n'est pas très bon et très bien écrit, et c'est
pléthorique et pas très bien concis et il ne va pas directement au but. Donc, c'est ce qu'ils appellent information overload. Donc, il y a plus d'informations. Et puis, ces guidelines, pour eux, surtout les médecins les plus expérimentés, ne reflètent pas l'expérience qu'ils ont. Et réellement, quand on voit les guidelines, ils sont plus suivis par les médecins jeunes que par les médecins qui sont dans la deuxième moitié de leur carrière. Alors ça, c'est une très belle thèse qui va être bientôt publiée sur Nature HTN également. Et si on voit le cas de notre patient qui a une HTA grade 2, vous voyez tout à l'heure, il était à 155 mm de mercure. Donc l'HTA est définie par rapport à l'hypertension au cabinet. Par rapport à une HTA grade 2, c'est un patient qui a un risque très élevé avec une atteinte déjà cérébrale phasée CAS3. Eh bien, la partie verte ici, c'est la réaction de nos confrères conformément aux guidelines. Eh bien, vous remarquez que uniquement 38% des confrères vont avoir une réaction et une attitude conforme aux guidelines. Et puis, plus de 60% des confrères ne vont pas avoir de prescription conforme aux guidelines. On va voir justement qu'est-ce que c'est qu'une prescription conforme aux guidelines. Donc, réellement, nous, en tant que médecins, on n'est pas très bien en train de suivre les guidelines, même si ce chiffre, justement, est rassurant. Et bien, plus le risque est élevé, vous voyez ici, plus les confrères sont relactants, sont inertiques vis-à-vis de la prescription. Alors, ce patient, il a été émis par son médecin traitant sous une association zolinopril hydrochlorothiazide en association fixe dans 30 mg sur 12,5. Et puis, vous voyez qu'il a eu quand même un holter tensionnel de contrôle vu qu'il était à haut risque et son médecin fait cet holter. Et je vous demande justement d'avoir un avis et de me donner justement votre réaction, votre lecture du holter, sachant que la moyenne de 24 heures est à 12 sur 64, la moyenne de jour est à 12,5 sur 65, la moyenne de nuit est de 113 sur 61, eh ben, il a rétabli quand même un effet dipping, donc il a une chute nocturne de la tension artérielle de 9,1%, mais est-ce qu'il y a une anomalie qui vous saute aux yeux sur cet holter tensionnel? Alors, je vous donne juste quelques secondes pour répondre à la question, parce que réellement, si on fait très très attention, on va remarquer que le seul chiffre d'équilibre tensionnel au cabinet n'est pas suffisant, parce que ce patient demeure quand même pas du tout équilibré et on va voir pourquoi. Alors, ce qui reste en fait, c'est ce volcan matinal, c'est ce qu'on appelle le morning surge, c'est cette élévation aiguë de la tension artérielle au moment du réveil. C'est à ce moment-là qu'on a le maximum de complications cérébrales, cardiovasculaires, et c'est à ce moment-là qu'on a le premier pic justement d'accidents vasculaires cérébraux et d'infarctus, et que c'est à ce moment-là que justement il faudra voir si la tension artérielle est équilibrée ou pas. Et le seul moyen de le voir, c'est au jour d'aujourd'hui le holter tensionnel ou le monitoring à domicile si on demande aux patients de prendre sa tension artérielle au lever. Alors finalement, vous voyez que la moyenne de 24 heures est excellente, mais rien que ce morning surge faisait que ce patient finalement gardait un optimum d'équilibre tensionnel qui n'est pas là. Alors je vous rappelle dans cette étude finalement que ces malades-là vont avoir 2 fois plus d'infarctus cérébraux, donc d'AVC, et puis de façon très significative. Et puis ce morning surge, il est défini comment? En pratique, le morning surge, c'est la différence entre la minimale de la nuit par rapport à la maximale sur la systolique maximale sur les 2 heures après le réveil. Alors, il est admis que quand ce morning surge, donc quand ce pic matinal dépasse 55 mm de mercure, 100 mm de mercure la nuit, et au matin, au lever, il a 16 de tension, alors ça fait 60 mm de mercure de différence. Alors ce morning surge, quand il dépasse les 55 mm de mercure, eh ben, ça a une incidence très importante sur le pronostic. Alors c'est une des formes, le morning surge, d'hypertension artérielle masquée. Les hypertensions artérielles masquées, c'est quoi? C'est les patients qui viennent chez vous qui sont équilibrés, mais qui sont chez eux non équilibrés et qui viennent justement avec des mesures tensionnelles qui ne sont pas optimales. Il y a 3 types d'hypertension artérielle masquée qu'il faudra connaître et on les connaît grâce justement au monitorage à domicile et puis au holter tensionnel. Alors, les gens qui viennent chez avec une tension inférieure à 14,9 et chez eux demeurent donc avec une tension élevée. Quels sont les types de morning surge? C'est le working time, c'est les gens qui sont très stressés.
c'est ce qu'on appelle le daytime hypertension ou le stress-induced hypertension et qui donne justement une élévation de la tension artérielle au moment du travail. La deuxième hypertension artérielle, c'est l'hypertension de nuit nocturne chez les malades non d'hyper, notamment les diabétiques et les syndromes d'apnée de sommeil. Et puis les derniers qui ont justement une HTA masquée, c'est l'hypertension matinale et qu'on appelle le morning surge ou le morning hypertension quand c'est monitoré par l'appareil de mesure automatique ou l'appareil de 24 heures. Alors, il a été démontré clairement que ce morning surge multiplie la mortalité totale par 2 le long du suivi et les événements cardiovasculaires cumulés par 2. Donc, sur 5645 patients, vous voyez que ce morning surge était quand même un élément pronostique très important. Et quand on le compare dans une étude multivariée avec la tension au cabinet, avec la tension de 24 heures, avec la tension au réveil, avec la tension de l'après-midi, avec la tension au moment du sommeil et avec la tension avant le réveil, le morning surge, il est le seul qui demeure significatif par rapport au pronostic avec un P inférieur à 10 puissance 4 et que finalement, c'est ce qu'on appelle le strongest independent factor of stroke events. C'est le facteur le plus puissant relié justement aux AVC nocturnes. Alors, il faudra justement distinguer le morning surge des patients qui ne sont pas d'hyper, des patients qui ont une hypertension la nuit et qui ont une tension de matin élevée. Alors, ce n'est pas un morning surge, même s'ils ont de l'hypertension matinale, parce que la différence entre la nuit et le jour n'est pas très importante. Alors, finalement, ces patients non d'hyper, même si le pronostic n'est pas très bon, eh ben, ils n'ont pas de morning surge, ils sont moins sévères que les malades qui sont hyper d'hyper, qui chutent beaucoup la tension la nuit et qui augmentent beaucoup la tension au réveil, de façon à ce qu'ils aient justement plus d'accidents vasculaires cérébraux. Alors, les explications sont multiples, c'est la dysfonction endothéliale, et ça, les gens savent que je suis quand même de la fonction endothéliale, et puis la rigidité artérielle qui va faire que les artères, au moment du réveil, elles sont moins élastiques. Donc, au moment du réveil, il y a une augmentation de la tension artérielle, et comme les artères sont moins élastiques, elles vont augmenter la tension, elles vont répondre par une augmentation de la tension artérielle plus élevée au moment du réveil par rapport aux gens qui ne sont pas avec une rigidité artérielle. Donc, c'est des artères qui sont moins compliantes. Alors, au jour d'aujourd'hui, finalement, l'équilibre tensionnel pour dire qu'on est parfait et que la protection cardiovasculaire est optimale, il faudra maîtriser 3 paramètres. Non pas uniquement la tension artérielle au cabinet, mais essentiellement la tension sur les 24 heures, avec un objectif inférieur à 130 sur 80 mm de mercure, et puis avoir un rythme nictéméral qui est conservé avec une chute de la tension la nuit entre 10 et 20%, et surtout avoir un morning surge qui est inférieur à 55 mm de mercure. C'est le trépied de l'équilibre tensionnel. Donc, la tension artérielle au cabinet à elle seule n'est pas évidente, et beaucoup justement de guidelines actuellement, ils disent qu'il faut recommander aux patients de prendre sa tension au réveil, et ils vous demandent de mettre dans un premier palier la tension à 145 mm de mercure au moment du réveil, c'est le premier palier. Les guidelines recommandent 5 mm de mercure. Vous voyez que les nouveaux guidelines, c'est 130 mm de mercure sur 80, et puis on rajoute 5 mm de mercure pour le matin. Et donc la tension du matin, c'est 5 mm de mercure au-dessus de la tension du soir. Et puis, le rythme optimal, il est autour de 105 mm de mercure. Ce qui est recommandé actuellement, c'est de mettre les patients autour de 13,5 au moment du réveil pour ce morning surge. Alors, il faut dire que c'est quelque chose qui est très variable entre les 16 ans. Il a été démontré que le paramètre qui varie le plus, justement, avec les 16 ans, c'est essentiellement ce morning surge. Vous voyez qu'on était... il y a très peu justement d'hypertension artérielle. La plupart des confrères, ils baissent les doses d'antihypertenseurs l'été, que la tension artérielle augmente au moment de l'hiver, et celle qui augmente le plus, en fait, c'est ce pic matinal qui est plus présent quand il y a plus de dysfonction endothéliale à cause du froid au moment de l'hiver. Et c'est pour ça que l'hiver, nous avons plus de mortalité cardiovasculaire, nous avons plus d'AVC, nous avons plus d'infarctus. Alors, au jour d'aujourd'hui, une des publications qui est la plus quand même... qui a fait le plus de tabac chez nos amis japonais, vous savez, qui sont les champions justement de la médecine préventive. Nos amis japonais
il se pose la question comment anticiper la médecine à zéro risque, puisque finalement, tout ce qu'on veut chez notre patient hypertendu, c'est minimiser le risque cardiovasculaire. C'est ça notre objectif. Ce n'est pas que de contrôler la pression artérielle au cabinet, c'est de tout contrôler, la variabilité tensionnelle, le morning surge, mais également de baisser le risque cardiovasculaire et de faire que ce risque, il doit être zéro, ça veut dire égal à la personne du même âge et du même sexe, et qui est justement sans facteur de risque cardiovasculaire en ayant une tension artérielle normalisée. Ce qui est recommandé au jour d'aujourd'hui par cette société japonaise, c'est de maîtriser la tension artérielle avec des objectifs, vous les avez vus, à 130 mm de mercure chez les malades avec un effet blouse blanche à 125 mm de mercure, et surtout de maîtriser cette variabilité de la pression artérielle et cette hypertension artérielle nocturne. C'est ça qui va faire qu'on va tendre vers un moindre risque. Donc, beaucoup de gens qui paraissent être équilibrés chez nous, c'est de l'hypertension masquée, ou c'est des gens, notamment les gens au risque, il faudra contrôler justement cette variabilité et faire des haltères tensionnels pour être sûr qu'on a maîtrisé les 3 paramètres. Les patients qui n'ont pas de haut risque, même s'ils sont maîtrisés au cabinet, il est inutile de vérifier justement ce morning surge parce qu'il est très peu présent et donc il est inutile de le contrôler. Alors au jour d'aujourd'hui, nous savons que nous avons beaucoup de molécules justement pour contrôler ce risque cardiovasculaire, et une molécule quand même qui a fait tabac sur le risque cardiovasculaire, c'est l'étude HOPE avec le ramipril, qui a démontré chez les malades diabétiques et non diabétiques, c'est les malades à haut risque cardiovasculaire de l'époque qui n'étaient pas hypertendus, mais on sait avec la définition actuelle que pour la plupart ils étaient hypertendus. Micro-HOPE, c'était les patients diabétiques, et HOPE, c'était les patients tout venant diabétiques ou non diabétiques, et vous voyez il y avait moins d'AVC, il y avait moins d'infarctus, il y avait moins de mortalité cardiovasculaire, il y avait moins de mortalité totale chez les patients à haut risque, mais également encore mieux chez les patients diabétiques avec un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Même si l'inhibiteur de l'enzyme de conversion dans OLAT était celui qui était le plus faible en termes de protection cérébrovasculaire, on sait qu'au jour d'aujourd'hui, les IEC sont les meilleurs en termes de protection cardiovasculaire et non pas cérébrovasculaire. Donc la réponse à mon titre d'introduction, est-ce que les objectifs tensionnels sont une fin en soi? La réponse est les objectifs tensionnels sont très importants à considérer, oui, mais malheureusement non suffisants. Et nous pouvons mieux faire, notamment chez les patients à haut risque cardiovasculaire, tels que notre patient à nous. Alors, une étude de l'étude ASCOT qui a comparé la stratégie association IEC inhibiteur calcique par rapport à un bêta-bloquant diurétique, et vous voyez que dans cette stratégie, il ressort clairement qu'on baisse la mortalité cardiovasculaire totale, la mortalité binaire également totale chez les malades à haut risque cardiovasculaire avec le même équilibre tensionnel. Ça veut dire que le fait de changer de stratégie et de molécule de traitement, pour un même objectif, nous avons moins d'événements cardiovasculaires. Donc, au-delà de l'équilibre tensionnel, il y a un effet protecteur de certaines molécules par rapport à d'autres, et on le sait, notamment pour les coronary heart disease, donc pour les maladies coronariennes. Ce qui ressort justement dans les maladies coronariennes, c'est que vous voyez que dans les inhibiteurs calciques, plus la tension artérielle baisse, et puis plus le risque coronaire baisse. C'est proportionnel à la tension artérielle. Donc, en Y, nous avons en Y, nous avons les événements, et là, nous avons la baisse en millimètres de mercure. Vous voyez que pour les inhibiteurs calciques, les CCB, nous avons énormément de baisse de tension artérielle, mais c'est proportionnel, en fait, cette baisse de risque coronaire à la tension artérielle. Pour les IEC à gauche, eh bien, vous voyez que la courbe est shiftée en bas. Ça veut dire que la baisse des événements, elle est supérieure à la baisse de la tension. Pour une même tension, les IEC donnent moins d'événements cardiaques. Alors, le ramipril, quand même, était la molécule qui venait de nouvelle génération pour les IEC, parce qu'au début, il y avait le captopril qui a démontré une protection cardiovasculaire, et au moment où on avait l'apparition des ARA2, des nouveaux IEC, etc., il fallait se comparer, non pas à un placebo parce que c'était non éthique, on sait que ces molécules étaient protectrices, mais par rapport à un traitement actif. Et vous voyez que le losartan dans cette étude optimale, il s'est comparé au captopril, en fait c'était la molécule de l'époque, et vous voyez que le losartan donnait significativement moins de protection cardiovasculaire, à la fois en termes de mortalité, en termes d'événements cardiovasculaires. Ici, vous voyez, le losartan versus captopril, c'était inférieur
dans le groupe losartan, il y avait plus d'événements, et puis il y avait plus d'événements également en post-infarctus et en termes de mortalité cardiovasculaire. Donc, le losartan, qui était l'ARA2, le premier ARA2 qui était né, c'était comparé au premier IEC né, il était clairement inférieur à celui-là. Dans OnTarget, nous avons comparé, entre guillemets, la Rolls-Royce des ARA2, la molécule qui donne le plus de demi-vie, la molécule qui donne le plus, entre guillemets, d'efficacité tensionnelle par rapport à quoi? Par rapport au ramipril, parce qu'il fallait se comparer toujours par rapport au comparateur de l'époque qui était à jour. Par rapport au ramipril, eh ben, dans l'étude OnTarget sur 20 000 patients, ils ont démontré que finalement, il y a une égalité totale en termes d'efficacité et de protection cardiovasculaire, à la fois avec l'IEC, avec l'ARA2, avec une petite supériorité du telmisartan en termes de tout, donc en termes de tolérance. Mais par contre, en termes de protection cardiovasculaire, c'était exactement la même chose et on était frappé de voir qu'une molécule qui avait une très longue demi-vie et une longue rémanence avait moins de protection cardiovasculaire. Maintenant, quand on prend justement le nouveau-né des EEC, c'était le zofénopril à 60 mg par jour, dans l'étude 4 en post-infarctus, et on l'a comparé, bien entendu, au comparateur de l'époque, comme dans l'étude OnTarget, qui c'était le ramipril. Et bien, vous voyez que cette comparaison qui s'est faite par rapport au ramipril, à 10 mg, c'était le full dose zofénopril par jour, et bien, il y avait quand même une baisse du risque de moins 30% et de façon significative avec le zofénopril, et une baisse également de l'hospitalisation et des événements cardiovasculaires, toutes causes confondues, de moins 36% et de façon significative dans le groupe zofénopril. Donc, vous voyez que dans les ARA2 versus IEC, on n'a jamais vu de supériorité, et là, on était frappé de voir qu'un IEC était supérieur à un deuxième IEC de l'époque, et on s'était posé la question justement pourquoi. C'était une étude randomisée qui a été faite justement versus ramipril de façon bien conduite dans une cohorte large d'infarctus. Alors dans cette cohorte et en fait dans le programme SMILE, il ressort clairement que le zofénopril donnait le plus de protection cardiovasculaire par rapport au zinopril, par rapport au ramipril et bien entendu loin derrière par rapport au placebo. Et vous voyez exactement la même chose ici. Sur le pool de patients, le Z, c'est le zofénopril qui donne une meilleure protection, une meilleure survie chez les patients sous traitement, 66% plus de survie par rapport à tous les autres IEC confondus, mais c'est essentiellement ramipril. Et puis, vous voyez que également, en termes d'événements cardiovasculaires et d'hospitalisation, c'était exactement la même chose. Quand on se tourne vers l'insuffisance cardiaque, c'est la même chose. On voit une divergence des deux courbes à partir de 3 ans de traitement et une supériorité du zofénopril par rapport au ramipril, qui était le comparateur de l'époque utilisé. Alors, il fallait bien entendu comparer, parce que le zofénopril, il est venu alors qu'il y avait les ARA2 en pleine apogée, et il fallait se comparer justement aux ARA2, et l'ARA2 comparateur dans cette étude, justement, l'ensemble des études Z, c'était l'association irbesartan hydrochlorothiazide à des doses matchées. Et bien, vous voyez que dans ces études, finalement, il ressort clairement que la comparaison entre zofénopril hydrochlorothiazide dans l'association fixe par rapport à irbesartan hydrochlorothiazide, il y avait un effet plus large anti-inflammatoire sur les marqueurs, notamment la CRP très sensible du zofénopril par rapport à l'ARA2. La deuxième chose, il y avait une réduction similaire en termes de dommages rénaux et de microalbuminurie, sachant que la RA2 de référence en termes de néphroprotection, c'était l'irbesartan. Et ben, la réduction en termes de dommages rénaux, c'était exactement la même chose, égalité. Mais par contre, il y avait une supériorité du zofénopril en termes de régression de plaques d'athérome, notamment au niveau carotidien et de façon significative. Et puis, dans la dernière étude, dans l'étude ZEUS, il y avait une supériorité sur l'effet antihypertenseur central et sur la protection de la rigidité artérielle chez les patients qui étaient sous ARA2. Alors, le système angiotensine, vous le connaissez très bien, mais juste j'ouvre une parenthèse pour vous dire que finalement, il y a deux systèmes. Il y a le système où l'enzyme de conversion va convertir l'angiotensine 1 en angiotensine 2, qu'on bloque justement. Ce système est un système hypertenseur
de cette enzyme de conversion. Si on la bloque, on a une hypotension. Mais il y a un deuxième système dont on parle de plus en plus en période Covid, c'est le système ACE2 qui est essentiellement endothélial, et ce système est un système anti-hypertenseur. Donc, l'enzyme de conversion type 2, c'est une enzyme qui est dans les cellules, les membranes cellulaires, et qui est anti-hypertensive. Alors, ces systèmes qui sont contrebalancés, on en parle de plus en plus. En fait, les IEC, ici, vous voyez une molécule de captopril qui est fixée à son récepteur. Le fixateur au niveau du récepteur, c'est un ion zinc. Et puis, au niveau de cette enzyme de conversion, nous avons deux sites catalytiques où il y a du zinc, il y a deux zinc. Il y a un site catalytique qui va catalyser la transformation et la dégradation d'angiotensine 1 en angiotensine 2. Il y a un deuxième site qui va catalyser la dégradation de bradykinin en kallicréine. Et donc, ces deux sites-là, ce site-là va faire tousser les patients. Plus on va avoir de bradykinin, plus on va avoir de tout. Plus la molécule a une affinité vers une zone, plus elle sera moins tissugène, moins, je dirais, me donnerait moins de tout par rapport à l'autre molécule. Et donc, c'est cette affinité envers le zinc et la balance d'affinité d'un site catalytique par rapport à l'autre qui va faire qu'un IEC va faire tousser plus que l'autre ou qu'un IEC est plus puissant que l'autre. Alors, la deuxième chose, cet élément zinc, on l'a compris à cause du Covid actuellement, c'est que finalement, cet élément zinc, en fait, qui existe également dans les ACE2, quand on donne beaucoup de zinc, le zinc qu'on est en train de donner à l'eau, le zinc, c'est un immunomodulateur et donc c'est l'immunité, on a compris que finalement, le zinc qu'on donne dans le Covid, eh ben, il n'agit pas essentiellement en faisant d'immunomodulation, mais ce zinc, c'est un inhibiteur à forte dose de ce récepteur ACE2 qui va empêcher la fixation du virus sur le récepteur, mais également c'est un inhibiteur à forte dose du récepteur ACE1 qui va empêcher la transformation d'angiotensine 1 en angiotensine 2. Donc, cette ACE2, finalement, est zinc dépend métalloprotéase, vous voyez ici, c'est écrit noir sur blanc, et que finalement, l'excès de zinc qu'on donne, il inhibe cette activité ACE2 et c'est ce qui donne justement cette protection contre le Covid en donnant du zinc. Ça, c'est une étude qui vient d'être publiée et qui est très intéressante à lire. Alors, au jour d'aujourd'hui également, et avant de clôturer, je vais juste parler des gaz principaux au niveau de notre organisme. Vous savez que nous avons des gaz précieux, nous avons l'hémoglobine qui transporte l'oxygène et le CO2, c'est les gaz précieux, mais on sait qu'il y a un troisième gaz précieux qui est le monoxyde d'azote, et ce monoxyde d'azote est sécrété par les cellules endothéliales qui va permettre la vasodilatation et qui va permettre des effets protecteurs contre tout ce qui est stress oxydatif, tout ce qui est hypertension, etc. Donc ça, c'est le troisième gaz capital de notre organisme. Et puis, nous avons compris dernièrement que finalement, quand on prend ces IEC, ils sont libérateurs de monoxyde d'azote, mais que la protection est d'autant plus importante que justement, en post-infarctus, quand on rajoute justement un peu de xanthine oxydase, c'est du purinol en fait. Donc l'allopurinol, quand on rajoute ça à un IEC, vous voyez que il y a moins d'événements quand on rajoute de l'allopurinol. C'est également vrai pour le zofénopril, même si le zofénopril est supérieur à l'association allopurinol et aux autres IEC, eh ben, ça reste quand même vrai en donnant un hypouricémiant. Alors, le quatrième gaz précieux de notre organisme, finalement, on a compris que le monoxyde de carbone, c'est un médiateur intercellulaire qui agit comme le monoxyde d'azote, mais qui a un effet contraire de monoxyde d'azote. Et vous voyez que c'est une publication récente de 2021 qui démontre que ce CO2, que ce CO, monoxyde de carbone, c'est un effet bloqueur sur la guanylate cyclase et qui va s'opposer à l'effet du monoxyde d'azote. Et c'est comme ça déjà que le tabac agit. C'est le monoxyde de carbone du tabac qui va bloquer ce site d'action du monoxyde d'azote et qui va faire que le tabac sera athérogène et qu'il aura cet effet. Et ce qu'on a compris également, c'est que tous les IEC ne se valent pas sur la fonction endothéliale. Ici, il n'y a pas de zofénopril, mais il y a du quinapril qu'on a comparé à l'énalapril, au losartan et à l'amlodipine pour voir si un effet sur la fonction endothéliale. Le seul parmi les molécules qui avait un effet, c'est essentiellement le quinapril, d'accord, qu'on n'a plus.
La deuxième chose, quand on voit les différentes mutations qu'on a au niveau de l'enzyme de conversion, on a des mutations I qu'on appelle insertion, des mutations D qu'on appelle délétion. Et ben, parmi ces mutations, le quinapril agit uniquement sur les ID, les II. Les malades qui ont des délétions, eh ben, il n'y a pas de bénéfice. En fait, les malades qui ont des délétions, c'est les octogénaires, c'est les gens qui vont survivre longtemps. Ils n'ont pas besoin d'IEC parce qu'ils ont une protection naturelle avec une protection endothéliale importante. C'est généralement les malades qui ont des délétions doubles. Le cinquième gaz précieux de l'organisme, vous voyez que c'est une publication de 2019, c'est le H2S. Qui a une mauvaise réputation parce que finalement, c'est un gaz qui a une mauvaise odeur. Mais par contre, le hydrogène sulfide, il permet de freiner la progression de la néphropathie chez le patient diabétique. Et ça a été démontré, les molécules qui sont libératrices de H2S, c'est des molécules qui ont une protection, une néphroprotection supérieure aux autres molécules. Et ça, c'est une protection de août 2019 qui le demande clairement parce qu'elle va s'opposer justement à tous les effets délétères du stress oxydatif, de l'ischémie rénale chez le diabétique et puis des problèmes de filtration. Alors, ce gaz précieux en 2019, nous avons compris également grâce à nos amis ophtalmo qu'il avait une protection très importante au niveau rétinien. Donc, il y avait une neuroprotection rétinienne, mais également cérébrale, et qui avait surtout également une baisse de la pression intraoculaire grâce à ce gaz H2S. Donc, rien que ce gaz, le cinquième gaz précieux de notre organisme qu'on découvre et qui a des vertus très importantes, c'est ce qu'on appelle justement le système hydrogène sulfide. Alors, la protection, on l'a compris comment ça se fait. Je ne vais pas quand même m'attarder sur le mécanisme, mais qui est très intéressant à comprendre. Et puis, on a compris que ce gaz également avait un effet immunomodulateur. Cet effet immunomodulateur à dose optimale. Vous voyez que optimal H2S zone, il y avait une immunomodulation très importante qui est protectrice contre le stress oxydatif et contre les germes, et qu'à forte dose, par contre, ce gaz devient nocif sur le système immunitaire, et les mécanismes sont complexes à détailler, mais quand même, c'est des mécanismes cellulaires qui sont bien compris au jour d'aujourd'hui. Et puis, je termine que ce gaz a été utilisé également comme protecteur cérébral et cardiaque. Vous voyez que l'hydrogène sulfide, il donne une protection cérébrale et cardiaque, et ça, c'est en 2021, quand il est inhalé aux patients qui sont en arrêt cardiaque. Ça permet justement de récupérer plus de patients qui sont en arrêt cardiaque. Alors, pourquoi justement je vous parle de monoxyde d'azote, qui est la propriété des IEC qui augmente justement ce gaz, mais également la propriété du nibivolol également qui libère ce gaz, mais également on a compris que finalement, pour le zofénopril, dans cet article publié en 2020 dans Advanced Therapeutics, l'angiotensine 2 Converting Enzyme Inhibition Beyond Blood Pressure, au-delà de la pression artérielle, il y avait un rôle, en fait, il y avait des propriétés supplémentaires, c'est que cette molécule, c'est un IEC qui a la particularité d'avoir justement deux éléments sulfures, et ces deux éléments sulfures sont libérateurs de H2S, donc deux molécules de H2S qui permettent à travers de ce système hydrosulfure de donner une protection immunitaire, antioxydante, anti-néphroprotection, et puis de donner une protection même ophtalmologique, une neuroprotection et une cardioprotection supplémentaire qui est indépendante du système monoxyde d'azote, mais également le zofénopril est un IEC comme tous les autres, qui est libérateur de monoxyde d'azote. Donc cet effet justement de deux systèmes qui se potentialisent explique en grande partie pourquoi il est supérieur au ramipril, alors qu'en termes d'efficacité tensionnelle, nous avons exactement le même effet sur la tension artérielle. Donc c'est très intéressant à comprendre et à savoir, c'est que c'est une molécule qui a des propriétés quand même pléotropes autres qui va faire que justement, ce qu'on fait comme conversion et vous agrandit tout ça parce que c'est pas lisible, et ben vous voyez que le ramipril, c'est pratiquement, vous voyez ici la colonne اللي مسطرها الراميبريل enalapril, etc. Le captopril reste le premier à être utilisé. Le dernier à être utilisé, c'est
les euphénols inférieurs au ramipride, et puis qu'on a une molécule qui est supérieure au ramipride et qu'on ne l'utilise pas, donc on se pose la question, c'est probablement la faute d'Aminarini justement, de faire que la molécule n'est pas assez prescrite. Ça, c'est notre réalité du terrain, et puis c'est nos attitudes, pratiquement en hospitalier, parce que c'est pas tout n'est pas disponible, mais en privé, quand même, tout est disponible. Alors, je vous remercie pour votre attention et je demande après tout ça, qu'est-ce que vous revoyez à la fin? Est-ce que vous revoyez le même tableau? Est-ce qu'il est plus ambigu? Est-ce qu'il est plus clair? Est-ce que les détails du tableau vous apportent plus de clarification et je dirais, plus d'images claires ou pas? Je vous remercie énormément pour votre attention et j'espère ne pas avoir été très long. Merci beaucoup, professeur. Comme d'habitude, vraiment, c'est enrichissant et aussi très agréable d'assister à un webinaire avec vous.